étudiants, l'Europe est une réalité dont personne n'imagine la disparition. En janvier, l'école a organisé avec des étudiants de 12 nationalités différentes un débat au Parlement européen sur le projet de règlement. Ils ont débattu en 7 groupes politiques sur l'étiquetage des produits issus de l'agriculture biologique. Ils ont été comme des députés européens au Parlement européen. C'est au mois de janvier. En janvier aussi, l'école a obtenu le premier prix du Moniteur du commerce international pour notre master international. Avant, nous étions 3e. Nous avons passé au premier plan. Notre école est européenne, très ouverte sur le monde et très fière de vous accueillir. Merci. Monsieur le Président, cher Daniel, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, Monsieur le Président, d'abord de saluer la jeune génération du mouvement européen qui est dans la salle, de saluer, en tant que président du mouvement européen français, les organisateurs de cette soirée. Et il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit pour, je dirais, non pas défendre, mais illustrer votre livre, que je trouve d'ailleurs salutaire, roboratif et vraiment encourageant, malgré tous les périls qu'il décrit. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit que l'Alsace, terre à laquelle nous sommes les uns et les autres, vous particulièrement, moi qui ai fini mes études et qui ai commencé à travailler ici, extrêmement attaché. L'Alsace est souvent, on a coutume de le dire, je sais que vous aimerez en parler un peu tout à l'heure d'ailleurs, une sorte de condensé, d'illustration de ce qu'est le don de la France et le don de l'Allemagne conjointement réunis, alors que tragiquement ils s'étaient combattus 3 fois en 70 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est le réalisme, Monsieur le Président. Le réalisme de, je dirais, la photographie de la situation. Au fond, les dernières élections, c'était ça passe ou ça casse. Et nous appartenons à un pays qui a envoyé un fort contingent d'anti-européens, que la presse assez bizarrement appelle souvent sceptiques. Le sceptique peut être converti. Les anti-européens le sont déjà, ils sont déterminés. Et j'espère ne gêner personne dans cette salle en disant que l'aspect très choquant de ce qui s'est passé avec les extrémistes qui ont été envoyés au Parlement, c'est que des anti-européens aillent dans les institutions se faire salarier pour la détruire, ce que je n'avais encore jamais vu de ma vie. Mais c'est ainsi, le suffrage est libre et par conséquent il a parlé. Je voudrais vous demander d'abord quelles sont aujourd'hui quelle est la photographie que vous faites de la situation de l'Europe et quelles sont pour vous les urgences les plus importantes. Merci de votre présence. Écoutez, moi je vous félicite d'avoir été aussi bref. Parce que d'habitude, dans les présentations, les présentateurs parlent pendant un quart d'heure ou 20 minutes, rappelant des faits mystérieux, comme le fait que j'ai été président de la République, ce que tout le monde sait, ou que j'ai siégé au Parlement européen, ce que tout le monde sait ici. Alors, merci d'avoir été bref. Alors, votre question, c'est un peu, pour commencer, une évaluation de la situation de l'Europe. L'Europe ne va pas bien. Bon. S'il y avait un médecin de médecine générale qui auscultait l'Europe, à la fin de l'auscultation, on dirait qu'elle ne va pas bien. Elle ne fonctionne pas bien, elle ne produit pas de bons résultats, elle est divisée, et ses électeurs, ses citoyens, vous l'avez rappelé à l'occasion des élections européennes, sont en majorité déçus. Elle ne va pas bien. Bon. Ça ne veut pas dire que ça soit une mauvaise cause. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre avenir. Quand vous avez parlé tout à l'heure de mon sous-titre du livre « Dans la dernière chance de l'Europe », oui, c'est la dernière chance, mais c'est une chance. Nous avons une chance. Alors, pourquoi, en quelques mots, puis on reviendra après, pourquoi peut-on dire que l'Europe ne va pas bien? Elle n'a plus d'objectif. Vous arrêtez un Strasbourgeois dans la rue, vous lui dites « Qu'est-ce que fait l'Europe ?»
J'en sais rien. Bon. Elle n'a plus d'unité affective. C'est-à-dire qu'on était heureux d'être européens, de se rapprocher, de se voir, etc. Les populations, et surtout les milieux politiques, redeviennent nationaux. Les campagnes sont nationales. Je suis les campagnes dans les différents pays européens, on ne parle plus d'Europe. On parle des enjeux nationaux stricts. Donc, l'Europe, à l'heure actuelle, elle est en quelque sorte un peu abandonnée par ses citoyens. Elle n'a pas réussi à traverser la crise, puisque dans le monde des grandes puissances, qu'elle reste une grande puissance, statistiquement, n'est-ce pas? Il faut savoir que le PIB de l'Europe, c'est 2 fois le PIB de la Chine. Ce n'est pas un petit pays marginal, 2 fois le PIB de la Chine. Il est supérieur, égal ou supérieur, en réalité, au PIB des États-Unis. PIB d'Europe. Enfin, supérieur d'Epsilon. Un petit chiffre. Et nous sommes la zone du monde la plus importante pour le commerce international, numéro 1. Donc, ce n'est pas un cas désespéré ou une situation insignifiante. Par contre, en effet, le système ne produit pas de résultats et n'obtient pas de soutien populaire. Il faut donc fixer des objectifs et retrouver un soutien populaire, sur quoi d'ailleurs vous travaillez vous-même avec votre mouvement. Quand le système a-t-il dérapé, en fait? C'est dans les années entre 90 et 2000. C'est après la réunification allemande et après la chute de l'Empire soviétique. Jusque-là, on voyait le projet, on était beaucoup moins nombreux, les institutions fonctionnaient assez bien, en réalité. On nommait à la tête des institutions des personnalités remarquables, dont des Français, alors qu'il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Et par exemple, comme commissaire, on a eu Delors, qui est un des derniers commissaires, et qui a été un très bon commissaire, et on a eu Trichet, qui était président de la Banque, très bon président de la Banque. Donc la France avançait avec l'Europe, et les choses se passaient bien. Mais peu à peu, ça s'est désarticulé à cause du nombre, à cause des désaccords et à cause de l'absence totale de réforme du système. Prenez un système de pays fondateurs, les pays fondateurs étaient 6. Bon. Ils ont prévu un système d'institutions qui avait été imaginé par Jean Monnet, qui était un Français très remarquable et très créatif, et qui avait été proposé par Robert Schuman, qui était un Français de l'Est, lorrain, également très créatif. Bon. Ils inventent un système pour 6. Et le système qui fonctionne actuellement, il fonctionne avec 29 sans avoir été modifié. Mais il ne peut pas marcher, c'est impossible. Imaginez dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel groupe, ils forment un groupe de 6, alors parlent entre eux, discutent, prennent des décisions. S'ils deviennent 28 ou 29, c'est impossible. Le Conseil européen que nous avons créé, je dis nous par modestie, parce que c'est moi qui l'ai créé, mais je ne veux pas insister. Je vous remercie de m'avoir évité la rectification. Bon. Quand on a créé le Conseil européen, on était 12. À 12, vous pouvez encore à peu près délibérer, ça devient limite. Mais à 28, vous ne pouvez pas. Chacun veut prendre la parole. Tous les chefs de gouvernement qui viennent veulent prendre la parole. Ils veulent parler au moins 5 minutes chacun. Faites le calcul. Personne n'écoute. Après le 5 ou 6e, tout le monde pense à autre chose, à sa correspondance, téléphone, etc. Et comment voulez-vous prendre des décisions fortes sur des sujets difficiles dont nous allons parler, la Grèce, l'Ukraine, etc., ou même l'économie européenne, hein? Comment voulez-vous prendre des décisions à 28? C'est impossible. Donc le système est apparu comme, hélas, peu performant et ne satisfaisant pas la demande de l'opinion. Mais, curieusement, l'opinion lui reste attachée.
C'est un point très important. Parce que vous lisez la presse, notamment la presse alsacienne, que je connais bien naturellement. Bon, il y a beaucoup d'articles pour dire l'Europe est devenue impopulaire, les gens sont anti-européens, etc. En un sens, oui. Mais si vous faites un sondage très sérieux et que vous demandez par exemple aux Français, voulez-vous quitter l'euro et revenir à une monnaie nationale ? 80% de non. 80% de non. Si vous posez la question, vous voyez comment ça se passe, l'économie, etc., est-ce que vous seriez favorable à un système dans lequel les économies de la zone centrale européenne seraient beaucoup plus proches et où il n'y aurait qu'un ministre des Finances pour tout le monde ? 70% de Français sont pour. Donc en réalité, ils sont énervés par ce qui se passe, irrités, déçus, mais au fond d'eux-mêmes, ils voient bien que c'est la direction à prendre et que donc, progressivement, on va la prendre en lisant Europa, en l'achetant dans les librairies de Strasbourg, place Kléber, ça coûte 16 €. Ouais. Moi, je croyais que c'est 15,95, puis j'ai regardé, c'est pas spécial. Et j'ai essayé, alors on va en parler maintenant, de dire ce qu'il faudrait dire et faire. Parce qu'il faut parler aux citoyens, aux personnes de tout âge, de toutes conditions, leur expliquer ce qu'on veut, et ensuite décrire le système. J'ai la chance de circuler assez souvent dans le monde. Je vais une fois par an ou 2 fois par an en Chine, une fois par an, 2 fois par an aux États-Unis d'Amérique. Et quand je reviens, je suis catastrophé. Parce que quand vous voyez la vitalité qu'il y a dans le monde actuel, la créativité aux États-Unis, où en quelques années, ils ont conquis tout le système de la communication numérique, complètement, alors que nous avions des petits morceaux qui ont plus ou moins disparu. Quand vous pensez que les Chinois construisent des TGV en 3 ans, avec un matériel entièrement fabriqué chez eux, j'ai honte de le dire, supérieur au nôtre, au point de vue confort et rapidité. Donc, quand on regarde le monde, on se dit qu'il faut absolument agir. Et il y a en Europe tout ce qu'il faut pour agir, en fait. Ça commence naturellement par la formation et par l'éducation. C'est pourquoi je suis très heureux que cette réunion se tienne à l'école de management de Strasbourg, avec néanmoins une petite remarque pour les dirigeants et pour vous. Vous êtes, je crois, polytechnicien. Oui, si je me souviens. Oui. Ah, il faut que tu dis oui ou tu dis non, là. Non. Il faut ça. Non. Le monde de demain est un monde largement influencé par la science. Il faut le savoir. C'est comme ça. Ça n'est pas seulement un monde de gestion, c'est un monde de connaissance, en fait, et de science. Donc, dans l'enseignement d'une grande école comme la vôtre, il faut qu'il y ait un volet, en fait, de connaissances. De connaissances modernes sur l'évolution des technologies, sur l'évolution de la science et sur le mouvement qui est en cours et qui va d'ailleurs à une vitesse surprenante. Donc, je reste là pour le moment. Alors, prochaine question. Oh non, moi je ne suis pas venu. Je vous laisse vraiment faire votre développement, Monsieur le Président. C'est quand même plus agréable, structuré comme dans le livre. Après ça, on discute. Voilà. Et notamment ceux qui sont bleus, là, pourront poser des questions librement. Bon. Nous sommes trop petits. Il faut ne plus penser au début de l'affaire européenne, parce que c'est fini. Le début, c'était la paix, plus de guerre. C'est ça le début. La première fois que je suis venu à Strasbourg, dans un char. On a traversé la ville en venant du sud de l'Alsace pour aller un peu plus au nord, traverser le Rhin. Et une fois qu'on a traversé le Rhin, on s'est mis à tirer sur les villes allemandes qui étaient en face de nous. C'était au printemps de mars
1945. Moi, j'ai vu Strasbourg, ville de guerre, et de guerre franco-allemande. Bon, c'est fini. Ça n'est plus dans la tête de personne, dans les projets de personne, c'est fini. Donc il ne faut pas relier le projet européen à son origine. Il faut le relier à son avenir. Et son avenir, c'est que nous n'avons pas en Europe, sur le sol de notre continent, de puissance qui puisse rivaliser avec les États-Unis numéro 1, la Chine numéro 2 et un peu moins le Japon. Nous ne l'avons pas. Ce que nous avons de mieux à l'heure actuelle, ce sont nos voisins allemands qui sont encore assez bien placés dans les classements, enfin qui sont 4e, 5e dans les classements mondiaux. Nous avons reculé, et puis derrière nous, il n'y a pas grand monde. Donc cette Europe qui a été très importante au début du XXe siècle, qui a fait la révolution industrielle, qui a construit les premiers grands systèmes mécaniques, téléphoniques, électriques, et ainsi de suite, à l'heure actuelle, elle est complètement dépassée par les autres. Et elle est dépassée pour une raison de dimension. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire qu'à partir d'une certaine dimension. Et les petits États, petites régions sont sympathiques, sont intéressants, mais ils n'ont pas le moyen, ni humain, ni intellectuel, ni financier, de faire les grandes adaptations qu'il faut faire dans le monde actuel. Donc, le projet Europa, c'est qu'il y ait en Europe, sur le continent européen, une puissance de niveau mondial. Comme aux États-Unis, par exemple, il y a sur le territoire de l'Amérique du Nord une puissance de niveau mondial. Et dans le sud-est asiatique, deux puissances, la Chine et l'Inde. Mais en Europe, il faut qu'il y en ait une. Alors cette puissance, c'est bien celle que voyaient les fondateurs. Parce que les fondateurs, ils ont vu tout de suite qu'il y avait 6 pays qui étaient au fond assez près les uns des autres et assez décidés à aller assez loin. Ces 6 pays, c'était l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Et il s'en est rajouté d'autres qui étaient des voisins et qui, assez vite, ont accepté l'objectif et le système. Et ces autres, ça a été successivement l'Espagne, le Portugal et l'Autriche par la suite. À peu près. Tous ces pays sont les pays européens. Ils ont à peu près la même économie. Pas tout à fait, mais vrai. Certains sont très bien gérés, comme les pays du Nord et de l'Est. D'autres sont moins bien gérés, hélas, comme les pays du Centre et du Sud, dont, pour le moment, nous faisons partie. Enfin, c'est un ensemble. Or, je dis ça doucement, mais... J'admire la mélodie mezzo voce. Non, parce que moi, je suis absolument désolé, je dis ça à François Loos, par la désindustrialisation française. C'est une honte. Vous n'avez qu'à regarder chez vous, quand vous entrez ce soir, dans votre maison, le nombre d'objets fabriqués en France. Il n'y en a plus. Autrefois, les téléphones, les radios, tous les instruments domestiques. Machine à laver, réfrigérateur. C'était français. Les meubles. Il n'y a plus rien. Bon. La France a perdu en 20 ans 30% de son potentiel industriel. Bon, c'est vraiment une catastrophe. Mais elle peut le retrouver grâce à des générations nouvelles et dans un espace plus large et plus dynamique. Donc bâtir, alors je me dépêche, je voudrais qu'il y ait des questions, bâtir sur le sol de l'Europe une puissance économique du XXIe siècle. Il n'y a pas grand-chose à faire en réalité, parce que déjà les frontières apparaissent un peu absurdes. Entre Paris et Bruxelles, par exemple, il y a un train toutes les demi-heures dans chaque sens. Et les gens qui sont dans le train ne savent pas où et quand on passe la frontière parce qu'on ne la voit pas pendant le trajet. Entre la France et l'Allemagne et dans notre région, c'est la même chose. En réalité, la frontière n'a plus de visibilité.
Donc déjà, l'espace est en train de se former. Mais il reste des différences fortes qu'il faudrait effacer, parce qu'il faudrait qu'on puisse travailler, investir, prendre sa retraite dans toute la zone, dans les mêmes conditions, en fait. Alors pour cela, on a déjà bien avancé, parce qu'on a la même monnaie. Cette monnaie souffre un peu à l'heure actuelle, c'est un peu technique, si on a le temps, on en parlera. Je trouve qu'on la laisse baisser un peu trop. Je l'ai dit au président de la Banque centrale européenne, ce n'est pas nécessaire. Il était normal qu'elle baisse, je trouve qu'elle baisse un peu trop. C'est mon avis. Enfin, on a la même monnaie. On a le même équilibre budgétaire si on le respecte. Or, la France ne le respecte pas, mais nous avons signé l'accord qui limite le déficit budgétaire. Donc on a le même déficit budgétaire partout, en principe. Mais on a des impôts très différents et on a des dettes très différentes. Il faut donc agir pour que l'impôt soit le même dans la zone pour les entreprises, pour les particuliers et pour le patrimoine. De façon à ce que si on se déplace dans la zone, si vous allez vous installer à Munich ou si les gens de Milan viennent s'installer à Lyon, ils gardent le même système fiscal. Ce qui est simplement le bon sens. C'est le bon sens. Aux États-Unis, pays beaucoup plus vaste territorialement, les impôts d'État sont les mêmes partout. Partout. Si vous êtes à Los Angeles ou à Chicago ou à New York, une entreprise qui fabrique un produit, en tant qu'entreprise, elle paie les mêmes impôts. Si vous prenez la Chine, qui a le 5e de la population du monde, et une superficie gigantesque, les impôts d'État sont les mêmes. Si vous êtes à Shanghai, à Chongqing, Chengdu, Wuhan, vous payez les mêmes impôts. Donc c'est absurde qu'à 100 km de distance en Europe, on paie des impôts différents. Et ça crée une espèce de cloisonnement du système qui est négatif, et qui empêche un développement plus rapide, plus fort. Ça. Donc il faut harmoniser les impôts. Et contrairement à ce que vous croyez, et ce que l'on vous dira d'ailleurs, ça ne serait pas très difficile. C'était la question, parce que tous ceux à qui on parle de ça disent « Ah, c'est pas possible ». Voilà. Et moi, je me souviens de l'époque où vous étiez avec vos collègues ministres des Finances, et que les monnaies fluctuaient. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et qu'est-ce que vous avez, les ministres européens, inventé? Je me souviens des grandes conférences monétaires, le serpent fiscal pour contenir progressivement et réduire les écarts. Est-ce que cette méthode-là ne s'appliquerait pas à la fiscalité européenne sans déséquilibrer brutalement les budgets? Alors je crois qu'il faut utiliser, excusez-moi, une autre méthode. Une méthode inventive. Ce que nous avons fait en France, quand nous avons inventé la TVA. Bon, la TVA, ça a été inventé en France. C'est maintenant un impôt mondial. Pratiquement tous les pays ont la TVA. Inventée en France au ministère des Finances et mise en œuvre par moi-même. Enfin, je vous laissais dire, mais pas... Ah non, ça je le savais. Mais ce que je ne savais plus, c'est si à l'époque vous étiez le secrétaire d'État de Wilfried Baumgartner, j'essaie de me montrer à mon avantage là, ou si c'était lorsque vous étiez déjà ministre des Finances, la TVA. Non, c'est quand j'étais auprès de Wilfried Baumgartner. Ah, ça y est, j'ai regagné un point là. Voilà. Mais je crois que c'est une méthode de ce genre qu'il faut prendre. C'est-à-dire, non pas prendre les fiscalistes allemands, belges, luxembourgeois, etc., et leur dire travaillez pour rapprocher vos impôts. Ça ne peut pas aboutir. C'est à peu près impossible. Il faut prendre une autre méthode. Une méthode qui consiste à les réunir et à leur dire, selon vous, comment devrait être le bon impôt sur les entreprises dans l'Europe du XXIe siècle? Comment devrait-il être? Comment devrait être le bon impôt sur le revenu dans l'Europe du XXIe siècle? Est-ce qu'il doit être linéaire? Est-ce qu'il doit être progressif? Est-ce qu'il doit commencer très bas ou moins bas? Est-ce qu'il doit avoir un taux plafond? Comment doit-il être? Idem pour les autres impôts. Et leur dire, vous allez nous proposer le système fiscal nouveau, européen,
du XXIe siècle. Et les pays se rapprocheront de ce système, et non pas latéralement, si vous voulez, des systèmes voisins. C'est-à-dire qu'en se donnant un certain délai, et malheureusement il faut un délai, ces choses ne peuvent pas être faites de façon instantanée, mais ce ne sont pas des délais très longs par rapport à la vie humaine d'aujourd'hui, mais on peut en 15 ans passer de la diversité fiscale à un impôt moderne qui sera le même dans tous les pays européens, avec peut-être, c'est-à-dire une très légère marge de fluctuation pour laisser corriger des disparités budgétaires ici ou là. C'est vraiment tout à fait faisable. Donc le premier geste, c'est que les dirigeants de la zone euro se réunissent plus souvent, se réunissent pas assez souvent, qu'ils désignent un secrétaire général, car il n'y a personne, et que ce secrétaire général, qui devrait être français à mon avis, et nous avons des personnalités tout à fait compétentes en fait, convoque une conférence des directeurs des services financiers des ensembles des pays de la zone euro pour leur dire, mettez-vous au travail, vous avez 6 mois pour nous dire comment devrait être le bon impôt sur les entreprises européennes. Même travail pour l'impôt sur le revenu, même travail pour l'impôt sur le patrimoine. Et à partir du moment où on prendra cette direction, le retour au système ancien apparaîtra invraisemblable, complètement anachronique. Parce que nous avons des systèmes beaucoup trop compliqués qui ont été formés à d'autres époques. En fait, ce sont des systèmes, en gros, d'avant la guerre de 14, un peu modifiés entre les deux guerres, enrichis par une pluie d'amendements parlementaires qui sont débattus en général dans des séances où il y a moins de 80 députés, et où donc la majorité d'une 40-45, et ajoute chacune sa petite note, pour son électorat et pour les lobbies qu'il représente. Donc, système fiscal unique. Et vous, quand vous irez, si vous voulez travailler en Allemagne ou au Luxembourg, vous ne vous préoccuperez pas de ce que vous aurez payé la même chose que si vous restez à Strasbourg ou en Alsace. De même, s'il y a la monnaie, les équilibres budgétaires identiques, des impôts d'un même système, on peut avoir une seule dette. Pensez qu'à l'heure actuelle, l'Europe émet tous les jours 28 types de dettes différents, puisque chaque pays émet sa dette. Les États-Unis émettent uniquement les bons du Trésor américain, c'est une seule catégorie de dette, etc. Et nous, 28. Comment voulez-vous à ce moment-là que le système soit stable, fluide, facile à déchiffrer? C'est impossible. Il faut donc créer un trésor européen. Ce trésor européen émettra une dette, et cette dette financera les déficits approuvés pour chacun des pays d'Europe. Et la dernière chose, c'est la solidarité financière. Puis je m'arrête pour les questions. C'est la solidarité financière entre les pays riches et les pays pauvres. En Europe, je ne parle pas dans le reste du monde, où ça passe par les organisations internationales. Mais il faut savoir que si on a le même système fiscal dans différents pays, son rendement n'est pas le même. Il est plus fort dans les pays riches et plus faible dans les pays pauvres, pour des raisons géographiques, de matières premières, d'infrastructures, de densité de population, ainsi de suite. Par exemple, prenez le cas de vos voisins, de l'Allemagne fédérale, ils ont un système fiscal unique qui produit beaucoup plus de recettes dans le Bade-Württemberg et dans la Bavière que dans les États du Nord, à cause des données géographiques objectives. Donc il faut avoir un système de correction. Et ce système de correction, c'est un système de solidarité financière raisonnable, bien entendu, et qui repose sur des éléments objectifs, et non pas sur des caprices ou des fantaisies, comme ça existe dans la Constitution allemande, ou comme ça existe, sous une forme différente d'ailleurs, aux États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez qu'on peut bâtir un système qui aura une population d'environ 300 millions de personnes, c'est-à-dire comme les États-Unis, 300 millions de personnes, un PIB supérieur à celui de la Chine,
une fiscalité uniforme, une seule dette et un système de gestion que je propose par directoire, c'est-à-dire la réunion périodique et fréquente, en fait, des chefs de gouvernement des pays de la zone. Et pour que tout le monde comprenne bien votre pensée, c'est d'ailleurs assez bien expliqué, évidemment, dans votre livre, c'est un système qui est basé sur le périmètre actuel de la zone euro, en gros. Pas tout à fait. Hein. C'est-à-dire, il est basé sur la volonté des peuples, en fait. Alors, d'abord, ceux qui veulent vraiment que l'Europe existe. Ça veut dire, ceux-là, ils ont choisi l'euro, en fait. Ceux qui n'ont pas choisi l'euro, donc, sont en dehors. Ils restent dans le système européen général, ce qu'on appelle l'Union européenne, mais ils ne sont pas dans le système d'Europe. Donc, ceux qui veulent avancer. Et il faut mettre une condition aussi, c'est que leur gestion économique et financière soit assez semblable à celle du groupe. On ne peut pas avancer vers l'intégration avec des pays qui auraient des politiques tout à fait divergentes et à certains égards irresponsables. Donc il y a malheureusement à l'heure actuelle dans la zone euro 2 ou 3 pays qui ont eu des pratiques, il y a eu le cas célèbre de Chypre, enfin il y en a d'autres, qui ont eu des pratiques incompatibles. Mais en gros, ça veut dire les pays de la zone euro ayant une politique économique et fiscale comparable, en gros, à celle de leurs partenaires. Et le système compensatoire auquel vous faisiez allusion par rapport au rendement, est-ce que c'est un budget fédéral assorti à côté du Trésor européen, si je puis dire? Non, ce n'est pas un budget fédéral, c'est de l'argent qu'on verse à chacun des États membres. Comme en Allemagne, les États riches verseront tous les ans un peu d'argent aux États moins riches sur des critères objectifs de richesse et de pauvreté, et non pas naturellement en fonction de la qualité de leur gestion. 3 questions d'actualité, si vous le permettez, avant que nous n'écoutions les personnes présentes dans cette salle. La première, elle touche au plan Juncker. Quel est votre jugement dans l'état de nos informations actuelles? Bon, l'intention est bonne. C'est déjà pas mal. Ceci étant, on ne voit pas d'où viendront les fonds, en réalité. Il y a un peu de fonds qui viendront de la Banque européenne d'investissement, mais ils y sont déjà. Donc, de toute façon, ils sont faits pour être utilisés. Il reste des poches non utilisées dans le budget européen. On s'en sert, ce qui est bien. Pour le reste, c'est des vœux pieux. C'est d'imaginer que dans les États membres, il y aura une mobilisation pour trouver une épargne pour financer des projets. C'est possible, mais ce n'est pas assuré. Deuxième question, ça concerne les déséquilibres qui entourent l'Europe actuellement. La question grecque d'abord, comment faut-il la traiter? Et puis ensuite, sur un autre registre, la question ukrainienne et le rapport tendu entre l'Europe et la Russie. Bon, alors on les prend par ordre alphabétique, la Grèce d'abord, l'Ukraine ensuite. L'erreur concernant la Grèce, ça a été de la faire entrer dans la zone euro. C'était l'erreur. Bon. Parce qu'elle n'était pas prête, disponible, pour respecter les principes d'une zone monétaire à monnaie forte. Elle n'était pas prête. Donc c'était une erreur. Elle s'est produite en 1999 ou 2000. Les Allemands ont été contre, ils avaient raison, et les Français de l'époque ont été pour. Moi, j'étais pour l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, c'est-à-dire dans le grand ensemble européen, parce qu'ils font partie de l'Europe et même qu'ils ont apporté énormément à l'Europe et à sa culture et à sa philosophie. Mais j'étais contre leur entrée dans l'euro parce que c'est un pays qui n'est pas en situation de se gérer avec une monnaie forte. Ils ont voulu entrer dans l'euro et on les a aidés, les Français les ont aidés à entrer dans la zone. Moyennant quoi, au lieu d'adopter la politique qui convenait,
ils se sont lancés dans un dévergondage budgétaire. C'est-à-dire, ils sont mis à payer des dépenses publiques disproportionnées avec leurs ressources. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la dette grecque, ça n'est pas ce qu'on appelait autrefois une dette. Quand on parlait de la dette de la France ou de autre pays, c'était des dettes vis-à-vis de l'extérieur. C'est parce qu'on ne pouvait plus importer, parce qu'on n'avait pas de monnaie nationale pour payer l'importation. Et donc, on vous faisait des prêts du Fonds monétaire international pour assurer vos paiements extérieurs. Mais la dette grecque, ce n'est pas du tout ça. C'est le fait que le gouvernement grec a dépensé, sans compter, des euros pour les dépenses intérieures en grec. En grec, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est une dette intérieure. Alors, cette dette intérieure, c'est normalement à la population qui convient de la rembourser. Comme ils ont dépensé beaucoup trop d'argent, si vous comparez l'évolution des effectifs de la fonction publique, par exemple, en Grèce et dans les autres pays européens, si vous comparez l'augmentation des salaires et des traitements en Grèce et dans les autres pays européens, vous voyez qu'ils ont fait beaucoup plus. Et donc, ils disent maintenant aux autres Européens, payez-nous. Mais on l'a déjà beaucoup fait, puisque nous avons au total versé aux alentours de 300 milliards d'euros déjà, pour des dépenses intérieures. C'est ça le problème. Et ils avaient signé des accords concernant le fait qu'ils respecteraient certaines limites et s'imposeraient certaines règles. Alors, ils ont eu des élections. Les gens qui constituaient le gouvernement grec précédent étaient des gens de bonne volonté, en fait, qui essayaient de mettre de l'ordre dans les finances. Il faut que vous sachiez, par exemple, que le système fiscal grec, je ne veux pas dire inexistant, mais une confusion totale. Et on ne paie pas assez d'impôts, en fait. Quand on nous demande, nous, de payer, on paye pour des gens qui ne paient pas, en réalité. Vous, dans la salle, les Français ont déjà payé pour aider les Grecs eux-mêmes. Chacun de vous a déjà payé 630 € pour remplacer les collectes d'impôts qui n'ont pas lieu en Grèce. Alors, ils ont voté pour dire nous ne voulons plus de l'austérité, il faut créer des emplois, etc. Bon. C'est incompatible avec le retour dans une monnaie forte. On ne peut pas le faire, c'est impossible. Donc il faut leur laisser le choix. Choisissez. Si vous voulez faire la politique que vous annoncez, faites-la vous-même. Bon. Et dans ce cas-là, vous la faites avec votre monnaie, parce que c'est une chose... Bon. Si vous voulez garder une monnaie forte, bien dans ce cas-là, il faut que vous respectiez les règles du système, et on a signé un certain nombre d'accords qui doivent être respectés. Mais en fait, je crains malheureusement que tout ça, ça soit une impasse. Parce que, connaissant bien la Grèce, et beaucoup d'amis en Grèce, je pense qu'ils ne sont pas à même d'être compétitifs avec une monnaie comme l'euro. C'est pas possible. Nous-mêmes, déjà, on n'est pas très brillants. Enfin, on arrive à être compétitifs avec une monnaie forte, mais un pays comme la Grèce, c'est impossible. Et si donc, s'ils souhaitent conserver une monnaie forte, il faut qu'ils adoptent une politique différente. Ce qui fait que pour l'instant, l'attitude sage est de ne rien faire, de ne rien dire, d'ailleurs ça ne sert à rien, d'attendre qu'ils voient eux-mêmes. Les Européens sont très réservés, comme vous l'avez vu, il y a eu des visites un peu partout, mais personne n'a répondu en fait. Et donc, c'est aux Grecs de choisir. S'ils veulent garder l'euro, ils ne peuvent pas appliquer la politique qu'on leur propose, c'est impossible. Bon. S'ils veulent l'appliquer, c'est à eux de voir comment et dans quelles conditions monétaires ils peuvent le faire. Comment vous analysez, Monsieur le Président, la tension et quelles sont les hypothèses de sortie de crise avec la Russie s'agissant de l'Ukraine? Alors, moi je voulais venir à Strasbourg parce que j'aime la ville, je me promenais dans la ville, j'aime les colombages, la petite France, etc. Bon, puis je tombe dans une espèce de piège, en fait. Bon. Non, d'abord, il faut réfléchir un peu, et il faut se calmer.
se calmer. Je vous dis des choses qu'il ne faut pas découper en morceaux, il faut prendre l'ensemble. L'Ukraine a été administrée par la Russie depuis plusieurs siècles. Quand la grande Catherine était impératrice de Russie, elle était aussi souveraine de l'Ukraine. Et quand les Russes ont conquis le Crimée, ils ont conquis la Crimée non pas sur les Ukrainiens, qui à l'époque ne l'avaient pas, ils l'ont conquis sur les Turcs, en fait. La Crimée, c'était une espèce de petite féodalité turque, musulmane d'ailleurs, bon, c'était son droit, mais c'était des souverains féodaux des Turcs. Les Russes ont conquis toute cette zone qui n'était pas organisée en État, en fait, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, en fait. Et depuis, ça a été toujours sous la direction de la Russie, d'abord impériale et ensuite communiste. Il y a eu une décision tout à fait étrange, je crois que c'est en 1954, quand on a fait les Nations Unies. On a donné une voix par État à chacun. Donc, l'URSS n'avait qu'une voix, alors que les pays latino-américains, chacun avait une voix, etc. Donc, les Russes se sont dit, c'est pas un bon système, il faut avoir plusieurs voix. Donc, on va apparemment découper un peu l'URSS pour avoir plusieurs voix. Ils ont inventé la Biélorussie, qui est en fait une partie de la Russie, qui est devenue soi-disant un État, et ils ont inventé l'Ukraine, qui est devenue également un État, alors que jusque-là, c'était une province de l'administration soviétique. Cette Ukraine, malheureusement, n'est pas composée d'une seule population. Elle est composée de plusieurs populations. Dans la partie Est, il y a un grand fleuve qui est le Dniepr, qui fait une boucle. Dans la partie Est, ce sont des Russes, en fait, parce que c'est une partie qui a été industrialisée, qui a été même très industrialisée, où il y avait toute la sidérurgie, la mécanique, etc. Notamment pendant la guerre, les usines d'armement étaient là, et les travailleurs, les ouvriers, c'était les Russes. Ce sont des Russes. Il y a une partie qui a été arrachée à la Pologne, parce qu'au moment de la paix, en 1945, les soviétiques de l'époque ont obtenu des alliés qu'on leur cède une partie de la Pologne. Donc le bout de l'Ukraine, qui est voisin de la Pologne et de la Slovaquie, en fait, c'est une partie polonaise, c'est-à-dire chrétienne, catholique, etc. Et entre les deux, il y a une situation spécifique ukrainienne, avec une identité, pas vraiment une langue, parce qu'ils parlent une langue très proche russe, et une église assez particulière qu'on appelle les uniates, et qui sont une religion particulière en Ukraine. Donc, situation très confuse. Alors, l'idée à l'heure actuelle est de dire, ils se battent, et on va voir qui va gagner. Et l'idée raisonnable, à mon avis, c'est de dire, quand il y a des populations différentes, de langues différentes, de cultures différentes, il faut organiser le système sous une forme confédérale. Comme par exemple, c'est beaucoup plus petit naturellement, l'exemple de la Suisse. En Suisse, il y a des gens qui parlent allemand, des gens qui parlent français, des gens qui parlent italien, etc. Ils sont chacun dans leur partie de la Suisse, ils se gèrent tout à fait raisonnablement, et il y a au-dessus une structure nationale assez légère pour la représentation extérieure, et ainsi de suite. Donc le sujet, à mon avis, pour l'Ukraine, c'est de définir, il faut dire, les frontières de l'Ukraine, Crimée exclue, parce que, je dirais pourquoi, les frontières de l'Ukraine ne doivent pas bouger. Mais par contre, l'organisation de l'Ukraine doit changer. Et notamment, les différentes communautés, principalement les trois grandes communautés, doivent être organisées en régions autonomes ou assez autonomes, qui auront les problèmes d'éducation, de sécurité, de justice qu'ils gèrent. Et puis au-dessus, il y a un pouvoir central. Et normalement,
normalement, les Russes seraient d'accord, hein, et je ne vois pas pourquoi les dirigeants ukrainiens seraient défavorables, parce que c'est la réalité, en fait, c'est la réalité du pays. Et les Français et les Allemands sont pour une solution politique. Je voudrais quand même vous rendre attentif au fait que la démarche actuelle de la chancelière allemande et du président français démontre que l'Europe n'existe plus. Parce que voilà une démarche sur un sujet très important, voisin, mondial, dans lequel il n'y a aucune concertation européenne, dans laquelle la ministre des Affaires étrangères qu'on a nommée il y a quelques mois n'est même pas invitée, je ne crois pas, en tout cas n'apparaît pas. Elle n'a pas l'air non plus d'ailleurs de faire le forcing pour être invitée, apparemment ça se passe ailleurs. Oui, voilà. Donc la méthode, l'approche, alors que sur le fond, je crois que c'est raisonnable, mais la démarche n'est pas très européenne, et du point de vue européen, c'est un recul. Est-ce que vous soupçonnez, dans le comportement de M. Poutine, de vouloir reconstituer un empire plus large, morceau par morceau, ou est-ce qu'au contraire, ça tient à la peur qu'il a d'avoir des troupes de l'OTAN, disons, tout près de chez lui? D'abord, bon, il faudrait le psychanalyser. Hein. D'abord, les gens ont, tous les êtres humains, en fait, sont marqués par le métier qu'ils ont fait. Bon. J'ai ma réponse. Voilà. Bon. En même temps, c'est tempéré par le réalisme. Alors, je crois que les dirigeants russes, dont Poutine, n'ont pas d'ambition sur les pays baltes. Contrairement à ce qui se dit facilement. Comment ? Contrairement à ce qui se dit facilement. Voilà, ça je crois que non. Ils ont un problème très bizarre, puisque vous savez qu'ils ont gardé comme Russes un territoire qui est dans un pays balte et qui va jusqu'à la Baltique. Alors c'est une situation assez surprenante. Mais en dehors de ça, je ne crois pas qu'ils aient l'ambition. Je crois que dans le Caucase, ils ne veulent pas aller au-delà des limites. Et je crois que concernant l'Ukraine, ils ne veulent pas que l'Ukraine devienne américaine. Soit dans l'OTAN, soit armée par l'Occident, parce que l'Ukraine est quand même à l'intérieur, pas à l'intérieur complètement, mais enfoncée dans leur système. Et la distance entre Kiev et Moscou, c'est quelques centaines de kilomètres. Donc ils ne veulent pas que ça soit militarisé par l'Occident. Mais je crois que c'est ça à peu près leur programme. Alors, quelle autorité ont-ils sur les révoltés d'Ukraine, qui sont des gens beaucoup plus violents, en fait, et beaucoup plus modestes? Ce sont des révoltés très populaires, en fait. Je ne sais pas. Et est-ce qu'ils sont prêts à exercer des contraintes assez fortes? Je n'en suis pas sûr. Ceci conduit, et je m'arrête ensuite, assez clairement à ce qu'il y ait une sorte de ceinture neutre entre l'Union européenne et la Fédération de Russie. Alors, Biélorussie, Ukraine et Géorgie. En fait, il ne faut pas oublier que la Russie est historiquement destinée à être notre voisin. C'est notre voisin. Ce sont d'ailleurs des gens de culture très voisine de la nôtre. Ce sont des chrétiens, plus chrétiens que nous maintenant, oui, ce qui n'est pas difficile d'ailleurs. Si vous allez en Terre Sainte, dans tous les lieux, vous verrez qu'il y a plus de Russes que d'Européens, en fait, qui font les pèlerinages, etc. Ils ont une littérature superbe, mais très imprégnée de la littérature européenne, en fait. Donc ce sont nos voisins. Et au-delà, c'est un grand espace, la Sibérie, où il n'y a personne, et au bout duquel ils ont, eux, une frontière avec la Chine, mais ce n'est pas une frontière européenne, naturellement. Donc en fait, ça veut dire que ce sont nos grands voisins, et pas du tout les voisins des États-Unis. Les États-Unis, pour aller sur eux, doivent enjamber l'Europe, en somme. Donc c'est aux Européens d'être leaders dans cette affaire, et de ce point de vue, il est bien que Mme Merkel et le président Hollande affirment que les Européens vont réfléchir et gérer la relation de voisinage avec les Ukrainiens. Je vous remercie beaucoup pour cette première partie de notre rencontre, Monsieur le Président. Je pense que les deux micros sont dans les deux allées. Si vous en êtes d'accord, eh bien, on va
nous allons nous livrer, enfin le président va se livrer à vous, si je puis dire, si je puis utiliser cette formule. Merci de vous présenter, puisque pour que la relation soit équilibrée, vous savez qui vous parle, mais peut-être que nous aimerions savoir qui veut prendre la parole. Oh, allez, on y va. Merci. Bonsoir, M. le Président. On a compris que dans votre démonstration, vous avez exclu nos amis anglais. Et par la même occasion, peut-être est-ce lié à la force financière que cela peut représenter, puisque la dette unique serait à ce moment-là en déséquilibre avec des monnaies qui ne sont pas européennes. Quelle serait votre analyse sur ce paradoxe? Pardon, j'ai été inattentif parce que je gérais quelque chose et le président voudrait que vous reprécisiez la question. Oui, excusez-moi. La question. Je vais vous poser la question. Plus précisément, l'Angleterre, du coup, a été exclue du modèle européen que vous proposez, puisque la monnaie européenne n'est pas représentée dans ce pays-là. En même temps, l'Angleterre est une force financière qui peut provoquer un déséquilibre avec la dette que vous suggérez d'uniformiser sur le territoire européen. Alors, comment analyser, comment gérer ce paradoxe? D'abord, est-ce qu'il faut souhaiter que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne ou s'en aille? Je pense qu'il faut souhaiter qu'elle reste. Il faut souhaiter qu'elle reste, en fait. C'est un grand pays européen, bien sûr isolé par la mer, mais pas un pays européen. Sa culture est une culture européenne, il y a des échanges très nombreux de toutes sortes. Donc, ils sont entrés après des hésitations, rappelez-vous, puisque des gouvernements alternatifs en Angleterre étaient pour et contre. Finalement, ils sont entrés et ils n'ont jamais accepté, à aucun moment, il faut dire, de participer à l'intégration européenne. Même pas sous le Premier ministre Édouard Heath au début. Ça a été le seul. Ouais. Oui, ça a été le seul. Édouard Ted Heath a été le seul. Mais d'abord, il a été renversé rapidement. Il est retourné à son orchestre. Voilà. Et ça n'a pas été repris. Il avait un bateau, le Morning Cloud, nuage du matin. Bon. Enfin, bon, ça n'a pas de rapport. Si, j'ai Alors, parlé d'orchestre, vous votre pouvez bien parler de question, bateau. si vous voulez, vu par nous, les Européens, il serait mieux qu'il reste, à mon avis. Eux ont un point de vue un peu différent. L'opinion britannique voit l'Europe comme une zone de désordre et d'ingérence administrative excessive. Il y a une prolifération de règlements invraisemblables auxquels malheureusement le Parlement ne réussit pas vraiment à s'opposer. Bon. Je vous cite un exemple. En Alsace, vous avez des petites rivières. Vous avez le Ried, vous avez la rivière qui traverse Strasbourg, vous avez le Ried, vous avez tout un réseau de petites rivières. Maintenant, le régime de ces petites rivières est décidé par le niveau européen. C'est absurde. Dans tous les États fédéraux, les petites rivières dépendent de l'autorité locale. Aux États-Unis, au Colorado, ça dépend de l'État de Colorado, ça ne dépend pas de l'État fédéral. Donc les Anglais sont très irrités par tous ces empiètements constants de la législation ou réglementation européenne. Et l'opinion publique anglaise, difficile à dire, enfin, n'aime pas l'Europe, en fait. Je suis allé faire une réunion, ils sont très bons pour ça, ils organisent des réunions très habilement à Londres, où il y avait le président de l'UKIP, enfin, leur parti anti-européen. La salle était majoritairement pour lui. Bon. Peut-être qu'il y avait d'abord invité ses amis, non? Pardon? Peut-être qu'il y avait d'abord invité ses amis. Oui, oui. Parce que nous le voyons assez souvent. C'est quand même, j'espère de froisser personne, un homme terrible. C'est un homme terrible. On a l'impression que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas existé, que les progrès n'ont pas existé, que c'est un homme terrible. Oui. Enfin, il ressemble en cela à tous les excessifs que nous voyons dans ce Parlement. Parenthèse fermée. Voilà.
Alors, je termine sur votre question, si vous voulez. Ce qui est curieux, c'est que ni du côté anglais, ni du côté européen, on n'a été capable de négocier utilement. Curieux. Lorsque M. Cameron a fait sa déclaration, dans les 2 ou 3 semaines suivantes, le président de la Commission européenne devait se rendre à Londres pour dire, vous annoncez que vous allez peut-être partir, quelles sont les raisons, pourquoi, etc. Et les Européens n'ont fait aucune proposition aux Britanniques. Alors que sur la plupart des demandes britanniques, alors c'est un peu technique, je m'excuse auprès de vous, mais sur la plupart des demandes britanniques, les Français sont d'accord. Nous demandons la même chose. Nous demandons un certain allègement de la réglementation, nous demandons un respect strict des traités avec la subsidiarité, c'est ce que nous demandons. Donc, s'il y avait une négociation sérieuse, on s'apercevrait qu'il n'y a pas pour les Anglais de bons motifs de partir. Alors, il reste encore un délai, les Anglais vont avoir leurs élections dans quelques semaines, on va voir comment ça se passe, mais l'intérêt européen est que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Par contre, elle ne fera pas partie de l'intégration et donc d'Europa parce qu'elle a une culture monétaire très forte. Elle a eu une monnaie qui a été une monnaie quasi mondiale parce que la livre était à un moment une monnaie très importante dans le monde. Elle ne l'est plus au même degré. Enfin, elle reste très importante. Donc, ils n'adopteront pas l'euro. Et n'adoptant pas l'euro, ils ne peuvent pas participer au mouvement d'intégration de la puissance économique européenne. Mais on est dans une situation extrêmement paradoxale d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas dans l'euro, ils ne sont pas dans la Charte des droits fondamentaux, ils ne sont pas dans Schengen en effet. Donc les piliers du système sont à côté d'eux. Oui, mais ils ne veulent pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas qu'ils nous trompent. Si vous lisez leurs déclarations depuis le début, ils ont toujours dit la même chose. Seulement, les Européens eux-mêmes font une espèce d'autosuggestion et croient que peut-être les Britanniques vont accepter nos propres jours. En réalité, non. Les Britanniques sont hostiles à l'intégration et c'est seulement s'il y a un grand changement dans leur relation avec les États-Unis, qui peut se produire, mais pas maintenant, mais disons dans 30 ans ou 40 ans, qu'à ce moment-là, peut-être, ils reconsidéreront leur attitude. Quelqu'un veut-il intervenir dans cette thème de la salle, monsieur? Merci beaucoup. Il y a quelqu'un là, une personne là, et... Oui, oh là là. Donnez-moi un instant, que je sois équitable. Voilà, allez-y là. Monsieur le Président, Salam Malou, étudiant en droit. Alors, ma première question, ce serait de savoir... Est-ce que vous représentez en 2017, trouvant votre vision bien plus claire et plus ambitieuse que certains de vos successeurs actuellement? Une question peut-être un peu plus en sujet d'aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez un peu de l'Alsace, qu'est-ce que vous pensez de l'Alsace, de la fusion qui a eu lieu, et est-ce que ne faudrait-il pas justement dans l'ambition d'effacer véritablement les frontières, créer de véritables régions européennes avec des fusions à 360 degrés? Merci. Alors votre première question c'était... Est-ce que vous êtes candidat en 2017? On verra. Vous me posez la question, ça m'amène à réfléchir. Bon, mais je vous fais quand même une réponse utile. C'est que nous ne savons pas, les Français, gérer une élection présidentielle. Nous commençons beaucoup trop tôt. Nous en parlons beaucoup trop et on en fait une espèce d'agitation permanente. Les Américains vont élire leur prochain président avant le nôtre. Bon. La presse américaine n'en parle pas, à peu près pas, la télévision à peu près pas. On connaît un candidat parce que c'est une candidate qui est Mme Clinton, Hillary Clinton. Du côté républicain, on ne connaît pas, et on n'en parle pas. Et nous, qui sommes
après eux dans le calendrier, on en parle tous les jours, en disant il y en a un qui monte, il y en a un qui descend, il y en a un qui a fait une gaffe, il y en a un autre qui a dit quelque chose, etc. Donc nous ne gérons pas bien le système. Et il faut se dire que l'année présidentielle, pour la France, ce n'est pas 2015, c'est 2016. Et jusqu'à 2016, qu'on cesse de parler du comportement individuel des candidats, de leur caractère, de leurs habitudes, etc., y compris éventuellement de moi-même. Bon. Alors, votre autre question sur l'Alsace. Alors, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup choqué dans l'histoire régionale, c'est vrai qu'il y a un problème parce que la taille d'une région détermine un peu ses ressources financières, donc la politique qu'elle peut mener, les innovations qu'elle peut conduire, etc. Et qu'en gros, la moyenne de nos régions, y compris celle dont j'ai été président, c'est-à-dire l'Auvergne, sont des régions trop petites par rapport à la norme actuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir toute la même taille et qu'il faille ignorer les facteurs historiques et culturels, qui sont très forts. Parce que ce n'est pas une réforme administrative, c'est une réforme populaire. Et il faut que les gens se sentent participants, représentés, acteurs des régions. C'est-à-dire pour ça, par exemple, que la fusion des deux Normandies, parfaitement justifiée. Il n'y a qu'une culture normande, en fait. Donc, tout à fait justifié, il ne faut pas s'en étonner. La fusion entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, c'est la même région, en fait. C'est la région qui a toujours eu pour capitale Toulouse et qui a un passé historique important, d'ailleurs. Donc, vous avez des cas où c'est assez évident. Mais vous avez des cas où, au contraire, il ne faut pas le faire. Si vous prenez les États-Unis, vous avez de très petits États qu'on a respectés à cause de leur histoire. Vous avez le New Hampshire, tout État. Le Vermont. Comment ? Le Vermont, tout État, mais qui ont une identité, un passé, ainsi de suite. Alors, il se trouve qu'en France, nous avons comme cela des ensembles qui ont une identité. La Corse a une identité. La Savoie a une identité. L'Alsace a une identité. Et cette identité, ce n'est pas la peine de vouloir la fusionner avec d'autres, car ça n'aura pas lieu. Ça aura lieu sur le plan administratif, c'est-à-dire que les préfets, les directeurs de services, etc., se réuniront. Mais la psychologie ne suivra pas. Et donc je pense que c'est une erreur, dans le cas particulier de l'Alsace, d'avoir voulu la rattacher à d'autres régions. Et je pense que lorsqu'il y aura un changement de majorité en France, ce qui se produira, il faudra rendre à l'Alsace sa dimension identitaire. Et là, normalement, ça devrait nous plaire. Voilà. On peut applaudir. Ça, c'est bien. Très heureux de vous entendre dire ça. Comment ? Très heureux de vous entendre dire ça. Alors maintenant, pour être équitable, c'est le milieu. Une dame, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de dames jusqu'à présent. Vous, voilà. Vous savez, je n'arriverai pas à satisfaire tout le monde dans le temps qui nous reste. Il faudrait la nuit. Bonsoir, Biljana Zachova du Mouvement européen. J'aimerais... Ben oui, il fallait... vous poser une question, Monsieur le Président, concernant la politique d'élargissement de l'Union européenne après Juncker, enfin déjà sous Juncker et après Juncker. Quelle est votre position concernant le dernier élargissement de l'Union européenne vers l'Europe du Sud-Est ? Et est-ce que vous les voyez, ces pays, bientôt dans l'Union européenne, dans votre système, en tout cas, Europa ? Merci. Étudiante ? Non. Depuis belle lurette, non. Mais, Cette demoiselle, pour répondre à ma question, regarde son ventre qui a l'air fort arrondi, ce qui n'est absolument pas un critère. Vous pourriez très bien être étudiante, de toute façon, tout de même. Merci, mademoiselle. Bon, vous avez en fait deux Europes. Il faut vraiment arriver à comprendre ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Europa et pas Europe. Vous avez deux Europes.
vous avez le continent européen et vous avez l'État politique installé sur une partie de ce territoire. Mais c'est deux choses différentes. Alors malheureusement, on les mélange, on les confond très souvent, mais c'est deux choses différentes. Le continent européen, par exemple, en fait, contient les Balkans. Donc les Balkans ont vocation à faire partie de l'Union européenne. Il faut qu'ils le fassent à un moment où ils soient prêts à en respecter les règles. Et ça a été fait de manière hâtive et un peu imprudente, comme vous le savez, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, qui ne sont toujours pas complètement intégrés dans le système, parce que leurs systèmes légaux, policiers, financiers ne sont pas en harmonie complète avec le système européen. Mais ils ont vocation à être dans le système européen. Donc, l'ensemble des Balkans sera dans le système européen. Pardon ? Quand ? Ben justement, quand ils auront terminé leur évolution. Ouais, ça dépend d'eux. Les pays qui ont terminé leur évolution, c'est intéressant. Vous avez un pays comme la Pologne. La Pologne avait un régime communiste, que j'ai bien connu. Mais les Polonais ont mis fin à ce régime communiste, ont changé le système policier, changé le système judiciaire, changé le système d'information. Maintenant, ce sont des Européens comme les autres, au point d'ailleurs qu'on a élu l'un d'entre eux à la présidence de l'Union. En Bulgarie, ce n'est pas du tout le cas. En Bulgarie, ils ont gardé la police et la justice du communisme. Et il est impossible, en réalité, de faire aboutir un procès sérieux, parce qu'il est bloqué par le système politique. Et dans une partie des Balkans, je ne veux pas rien, c'est probablement encore le cas. Donc c'est par le fait de se dégager du système antérieur que les pays deviennent réellement éligibles à l'Union européenne. Et je rappelle qu'il y a des pays qui l'ont fait. Ça a été incontestablement le cas de la Pologne. C'est aussi le cas de la Hongrie et de la République tchèque, quoi qu'ils soient psychologiquement assez hostiles à l'intégration européenne. Mais ce n'est pas un refus, c'est un choix de leur part. On va prendre des questions un peu plus haut, dans la deuxième partie haute de la salle, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, je vais en prendre une là-bas tout au fond. Une demoiselle à nouveau. Non, bah allez-y, bien sûr. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Donc, Gérard Bouquet, moi je suis élu ici à Schiptigheim et à la métropole de Strasbourg. Et politiquement, j'appartiens à un petit parti jeune qui s'appelle le Parti fédéraliste européen. Et comme son nom l'indique, milite pour une Europe fédérale. Et donc ma question sera très simple. Moi j'ai beaucoup apprécié votre projet Europa. La question c'est celle-ci. Maintenant, comment est-ce qu'on le met en œuvre ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe à l'acte ? Est-ce qu'il y a une méthode pour arriver justement à cette Europe fédérale que vous proposez ? Merci. Je voudrais tout de même rectifier un point avant de vous répondre. C'est que le fédéralisme dont je parle est limité aux questions économiques et monétaires. Je crois que l'Europe n'est pas mûre pour un fédéralisme culturel et social. C'est-à-dire pour transférer, par exemple, en matière d'éducation ou en matière de fonctionnement de la justice, des pouvoirs à un système fédéral. Peut-être que dans 50 ans, ça se produira, mais ça n'est pas mûr à l'heure actuelle. Donc le fédéralisme, tel que je le conçois à l'heure actuelle, qui est une confédération d'États-nations, encore, est limité, si l'on peut dire, à l'économie, à la finance, la vie sociale. Quid de la défense ? Comment ? Quid de la défense trop tôt ? C'est trop tôt, on ne peut pas. Vous ne l'espérez pas maintenant ? Non, on ne peut pas. Pas donner les raisons, mais je donne les raisons très rapidement. Il n'y a que 3 pays qui ont des systèmes de défense forts en Europe, qui sont la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. C'est tout. Un peu l'Italie, un peu l'Espagne, mais peu en fait. Donc vous ne pouvez pas faire gérer par 28 un système qui n'appartient qu'à 2 États.
possible. Donc il faut une évolution. C'est quand l'intégration économique aura été poussée beaucoup plus loin que d'eux-mêmes, à mon avis, les États participants diront mais attention, il faut faire attention à la sécurité, mais à ce moment-là, ils seront invités à y contribuer eux-mêmes. Hein. Alors, comment faire? La première chose, c'est d'avoir une réunion régulière des chefs de gouvernement. Alors, est-ce que c'est d'État ou de gouvernement? C'est une question à voir. Des États de la zone qui veulent s'intégrer, qu'ils se réunissent au moins tous les 2 mois, à date fixe. Tous les mois serait mieux, mais enfin, il ne faut pas imposer des contraintes trop fortes. Tous les 2 mois, et ils se réunissent à Strasbourg. S'ils se réunissent tous les 2 mois, ils prennent l'habitude d'examiner les problèmes en commun, en fait, de voir ce qui se passe, quels sont les troubles ici ou là, les insuffisances, et donc ils génèrent eux-mêmes, en fait, un début de communauté. Ils doivent se doter d'une petite structure et ne pas refaire l'erreur qu'on a faite avec l'histoire de la Commission européenne, je m'en excuse, voilà, c'est-à-dire d'avoir une structure très large entre les États et le projet européen, parce que cette structure coupe le projet européen des États, en fait. Donc il faut avoir une structure beaucoup plus légère. Et il suffit d'avoir ce qu'on a eu après le plan Marshall en Europe, c'est-à-dire un secrétariat général de la zone euro. À Strasbourg. Comment? À Strasbourg. Alors, d'une part, français, parce qu'on a des spécialistes, et comme on n'a aucune fonction importante en Europe, on peut demander celle-là, à l'heure actuelle, et à Strasbourg, ça fait votre avis, parce qu'il faut géographiquement distinguer l'Europe à 28 et l'Europe intégrée. Et l'Europe intégrée doit s'intégrer autour du couple franco-allemand, c'est-à-dire autour du couple Strasbourg-Francfort, en fait. Et aller de temps en temps dans les autres réunions, mais que normalement, le point fixe et les réunions des dirigeants soient à Strasbourg. Et je pense que c'est d'ailleurs tout à fait acceptable, parce que si les Allemands, les Français, le Benelux et les Italiens le veulent, les autres accepteront. Donc, la réunion à date fixe des dirigeants sous la forme de ce que j'appelle un directoire. C'est-à-dire un directoire, c'est un système dans lequel il n'y a pas entre les dirigeants et la population trop d'obstacles. Les dirigeants doivent être assez près de la population, en réalité. Et donc, ils ont comme collaborateurs les administrations nationales et non pas les administrations européennes. Et ils font travailler les administrations nationales en disant « mais un quart de votre temps doit être consacré à l'Europe, au sujet européen, puisque désormais, une partie de notre activité concerne le sujet européen. » Et donc, commencer par les impôts et faire ça dès l'année 2015 ou 2016. Et il serait bon, d'ailleurs, qu'il y ait un premier geste de rapprochement des fiscalités assez vite. Il faudra en faire tous les ans une partie du parcours pour montrer que ça se produit et que ce n'est pas simplement théorique, des discours de chefs d'État, etc., mais qu'il y a concrètement le fait que prenez tel ou tel impôt, là, que tous les ans, on réduit l'écart, par exemple, d'1/10 par rapport à l'objectif européen. Merci à vous. D'autres interventions tout en haut, s'il vous plaît, pour que personne ne soit lésé. Oui, je vous vois, on va venir à vous tout à l'heure. Vous allez ici. Bonsoir à tous, je me présente, je suis enseignante ici, je m'appelle Elbiari. Voilà, et je souhaiterais, ma question, c'est une observation et une question. Concernant le projet Europa, ça me paraît un tout petit peu difficile, surtout concernant l'impôt européen. Ça me paraît vraiment un rêve, parce que même si nous partageons les mêmes valeurs et plein d'autres choses, mais nous n'avons pas les mêmes priorités, voilà, concernant l'éducation, l'immigration, plein d'autres choses. Donc ça me paraît vraiment difficile. Ça, c'est mon point de vue personnel. Après, ma question, c'est concernant l'Espagne. Vous avez dit qu'on a payé plus ou moins tous les Français 600 €, voilà, et ça me paraît bien. Pour la Grèce, oui, je sais, merci.
Ça, c'est concernant la Grèce. Et donc, je souhaiterais savoir, concernant l'Espagne, est-ce que c'est à peu près pareil? Comment vous envisagez? Qu'est-ce que vous en pensez de l'Espagne pour qu'elle sorte aussi de cette situation? Merci beaucoup. Bon, alors, la première partie de cette question, c'est quoi en fait? Comment vous voulez parvenir à l'organisation intégrée? Mais je crois que vous l'avez déjà expliqué. Enfin, bon. C'est la méthode. Hein. Non, vous l'avez dit, me semble-t-il, mais bon. Elle disait c'est pas la même culture. La culture n'est pas à partager. Si, c'est la même culture. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Allez faire un séjour en Chine. Ça n'est pas la même culture. C'est pas la même culture. Une culture autre. Les réflexes, les comportements, les manières, les rapports personnels, autre chose. En Europe, c'est essentiellement Europe de l'Ouest, un centre-ouest, vous savez, il y a une différence de langage, de langue, et c'est à peu près tout. D'ailleurs, je vous signale qu'en France, actuellement, nous avons un Premier ministre d'origine espagnole et que le maire de Paris est d'origine espagnole. Donc ça prouve même que les cultures circulent. Alors, la deuxième question... Est-ce que l'Espagne a coûté quelque chose? Oui, alors l'Espagne, si vous voulez, c'est un grand pays européen, qui évidemment, d'abord, c'est une chose à noter, qui a des rapports avec l'Amérique latine un peu exclusifs, parce que les Espagnols ont ces rapports, le reste de l'Europe, moins. Donc il y a dans la vie de l'Espagne, y compris des entreprises espagnoles, y compris des banques espagnoles, une dimension Amérique latine, qui est différente de la dimension européenne. Mais pour le reste, c'est un pays très semblable à celui du noyau central. À l'heure actuelle, alors je ne veux pas m'aventurer trop, mais les choses vont mieux. L'Espagne a beaucoup souffert, a eu un nombre de chômeurs très élevé, a eu une dépression des prix forte, mais ça va mieux. Et actuellement, les indices sont des indices positifs en Espagne. Donc on peut espérer, on peut souhaiter d'ailleurs que l'Espagne rejoigne dans les 2 ou 3 ans le groupe des pays de l'Europe centrale. Au fond de cette salle, s'il vous plaît. Allez, on y va. Bon, bah, tant pis, on va aller à côté là. Ah ben voilà, vous avez quelqu'un à côté. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Thomas Bomerlin et c'est la première fois que je parle à un président. Donc je suis voilà, un peu intimidé. Mais vis-à-vis de votre projet et de l'Europe en général, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut arriver le plus rapidement à une Europe qui offre pleinement des opportunités et non en ce moment une Europe à la carte qui offre plus une Europe d'opportunisme. Merci. Vous non plus? Non. Pas bien, moi non plus. Vous pourriez me refaire la même chose sur une musique un peu différente, parce que nous n'avons pas bien compris la question. Pardon, monsieur. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans une Europe à la carte, c'est-à-dire où chacun des pays membres, quelque part, choisit ce qu'il arrange et délaisse à Bruxelles ce qui, quelque part, ne l'avantage pas. Et donc, je voulais savoir justement comment est-ce qu'on pourrait le plus rapidement arriver à une Europe où chacun de nous puisse utiliser les opportunités et non à une Europe, quelque part, délaisse les citoyens pour ne pas permettre aux entreprises de faire leur argent justement par rapport à des opportunités fiscales, utopiques, sociales qui sont présentes en Europe. Et que vous voulez justement, je pense, bloquer à votre projet européen. Ouais. Non, il faut, dans tout ça, il faut penser au processus historique. Il ne faut pas penser aux arrangements immédiats, c'est un processus historique. Le processus historique, c'est que, depuis l'origine, les petites collectivités ont eu tendance à se regrouper en collectivités plus grandes, en fait. Si vous prenez la France, par exemple, elle a eu un système féodal aux alentours du Xe, XIIe siècle, avec les féodalités, etc. Puis c'est devenu des provinces, des régions, et finalement un ensemble. Alors, la question de l'Europe, c'est qu'il y a des États européens qui ne souhaitent pas participer à cet amont. Mais il ne faut pas les forcer, aucune raison. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas.
ça doit être une action volontaire, puisque c'est la construction d'un avenir. Bon, on construit l'avenir à partir de la volonté, on ne construit pas à partir des considérations immédiates. Peut-être que par la suite, ils rejoindront le groupe. Le groupe ne doit pas être fermé dans sa culture. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des conditions d'entrée assez fortes. Première condition d'entrée, le soutien populaire. Et le soutien populaire devrait être vérifié par référendum avec des majorités plus fortes que 50%. 50%, ce n'est pas un engagement, en fait. Il faut mettre ou 60 ou 65, etc. Un référendum, de toute façon, les gens disent on veut en faire partie. Deuxièmement, il faut faire en sorte que la gestion soit raisonnable. Ce n'est pas une aventure, l'Europe, on n'entre pas, on sort, etc. Donc il faut que ce soit des pays qui ont compris comment on se gérait plus ou moins. Naturellement, il y a une certaine variété et qui sont dans les normes. On a eu tort. C'est pas pour les nouveaux candidats dans la période 1990-2000. La négociation a été mal conduite. Elle n'a pas été conduite par le Conseil, qui a été un peu mis à l'écart, elle a été conduite par la Commission, et dans la Commission par un seul commissaire. Ce commissaire n'a jamais parlé politique aux pays candidats. Il n'a jamais dit que c'est un projet politique. C'est un projet politique, en réalité. Ils n'ont parlé que d'argent, le montant des aides qui seraient attribuées, c'est tout. Donc ça a été simplement une entrée marchande. C'était pour obtenir des aides, des concours. Alors que l'entrée dans le projet européen doit être un acte de volonté politique, compris par l'opinion, et qui souhaite y participer, ce qui d'ailleurs sera le cas. Ulrich Kohler, président de la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, MESA. Monsieur le Président, vous ne serez pas étonné qu'à Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe, duquel sont membres aussi bien l'Ukraine que la Fédération de Russie. Je vais revenir à la question de l'Ukraine. Je partage tout à fait l'analyse géopolitique que vous avez faite de cette situation. J'ai des doutes sur deux points. D'une part, l'annexion de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, qui est un des problèmes majeurs dans ce conflit, et qui rompt avec la tradition que nous avions établie en Europe depuis la fin de la guerre, de considérer les frontières nationales comme définitives. Est-ce que Poutine peut revenir sur cette question? Et le deuxième élément, et c'est ce que vous proposez, cette confédération ou fédération de différentes régions en Ukraine, qui me paraît quelque peu difficile dans la mesure où l'Ukraine, comme d'autres parties de l'Union soviétique, avait fait l'objet d'une russification importante et que donc la population russophone en Ukraine n'est pas délimitée simplement dans quelques régions, mais elle est présente un peu partout dans cette Ukraine. J'ai beaucoup voyagé là-bas, je l'ai constaté. Voilà. Merci. Bon, je réponds à vos deux questions très intéressantes. La première, sur la Crimée. Il semble qu'une très large majorité de la population soit favorable à faire partie de la Russie. Il semble. Ce que le président Poutine devrait accepter, et à mon avis, il l'accepterait, c'est de dire, dans un délai affixé, il y aura un référendum soumis à un contrôle international véritable, par exemple l'OSCE, pour s'assurer de la volonté des habitants de la Crimée. Donc ils devront répondre à seule question, souhaitez-vous faire partie de la Fédération de Russie, souhaitez-vous faire partie de la Fédération d'Ukraine? Ce référendum a eu lieu, mais il n'a pas été entouré des garanties. Et je pense que, d'après les contacts que j'ai pu avoir avec les dirigeants russes, que si on leur demandait de prendre cet engagement, ils le prendraient. Et mon opinion, alors personnelle, c'est que très vraisemblablement, le référendum confirmera le fait que les Criméens veulent rester. Enfin,
après un référendum sous contrôle international. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des russophones un peu partout en Ukraine, c'est vrai. Hein, mais c'est vrai dans tous les pays qui ont plusieurs langues. Quand vous prenez la Belgique avec les Flamands et les Wallons, vous avez des Flamands un peu partout, ils sont concentrés dans certains endroits et ils sont séparés dans d'autres endroits. Donc ça n'est pas une objection majeure. Hein. Il semble, d'après les études des Nations Unies, qu'il y a environ entre 30 et 40% de russophones en Ukraine. Ce qui est beaucoup, naturellement, qui ne sont pas tous dans la région Est, qui sont un peu répartis, mais si on donne un statut, c'est un statut qui ne peut être que régional, ce n'est pas un statut personnel. Et donc ceux qui veulent retrouver une ambiance plus russe au point de vue de l'éducation, d'expression, etc., ben, se regrouperont dans la partie qui sera considérée comme russophone. Mais vous voyez, ça, on peut se servir des cas réussis. Et vraiment, le cas le plus réussi, c'est le système helvétique, où vous avez un pays dans lequel vous avez plusieurs langues, les gens circulent, parce que vous avez des francophones de Genève ou de Lausanne qui vont travailler à Zurich, etc., mais ça ne pose pas un problème. Mais par contre, les entités culturelles sont protégées et d'ailleurs coexistent de façon tout à fait pacifique. Non, je vais prendre, pardonnez-moi, une dernière question, parce que l'heure est arrivée, parce que le président va reprendre son train. Et donc, s'il y a quelqu'un ici dans cette... Allez, voilà. Je vous demande pardon, mademoiselle, mais ce ne sera pas pour ce que c'est de l'opération. Ah. Bonjour, monsieur le président. Hervé Maurice, je fais partie des Jeunes Européens. J'avais une question à propos de votre directoire, justement. Aujourd'hui, la Commission européenne, il y a 28 commissaires de chaque État membre. Le gouvernement européen est donc constitué de chaque représentant de chaque État membre. Votre directoire, c'est pareil, c'est des représentants des États membres de cette zone. Est-ce que l'Europe peut créer un gouvernement, un exécutif européen qui s'émancipe de la logique nationale où chaque nation défend ses intérêts avec des représentants? Alors, naturellement, ce n'est pas pour que chaque État défende son intérêt. C'est la question de savoir si chaque État doit être représenté. Il y a une idée fausse, mais qui est malheureusement très répandue dans tout le système européen, qui est l'égalité des petits et des grands États. C'est une erreur. Les petits et grands États ne sont pas égaux. Ils ont des droits égaux, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en effet, les petits États, on doit respecter certains droits, etc. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'actions économiques, financières, de développement, les petits et les grands, ce n'est pas la même chose. Par exemple, dans le cas de la Grèce, ce sont en fait l'Allemagne et la France qui supportent le poids du système et pas les petits États. Bon. Mais dans votre question, il faut imaginer qu'on reste tout de même dans un nombre relativement restreint et on peut faire gérer un système par nombre inférieur de personnes. On n'est pas obligé d'avoir une personne par État. La Banque centrale européenne, elle a un directoire de 6 membres, je crois. Et il y a déjà 19 participants. Elle a un directoire de 6 membres. Donc on peut créer des structures moins nombreuses pour gérer telle ou telle partie du dispositif européen. Et pour ça, il faut avoir, à mon avis, des attitudes très empiriques. Et pas de doctrine, ce n'est pas l'égalité des grands et des petits, c'est pas ça. C'est de combien de personnes a-t-on besoin pour que tel système fonctionne. Si on a besoin de 3 personnes, on prend 3 personnes et on voit comment les désigner parmi le groupe. Si ça correspond au nombre total du groupe, on prend le total du groupe, et ainsi de suite. Mais il faut avoir une vue plus inventive et plus ouverte que la simple mathématique nationaliste qu'on a voulu appliquer jusqu'à présent. Monsieur le Président, je veux vous remercier et en votre présence, extrêmement rapidement, pour ne pas vous pénaliser, vous demander, à vous qui êtes ici, une chose précise. Vous l'avez bien entendu,
On voit bien que l'Europe est à un moment extrêmement dangereux d'une certaine manière, ou en tout cas, la menace de délitement est là. Ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il fait une analyse assez implacable de ce qui ne va pas, et puis surtout qu'il propose de façon assez douce, je trouve, qui ne violente pas le continent européen, la construction d'un autre système. Je voudrais me permettre modestement, en votre présence, d'ajouter une chose. Mesdames et messieurs, si vous ne manifestez pas pour l'Europe les yeux de Chimène, n'attendez pas que les dirigeants classiques aient le courage nécessaire aujourd'hui pour rétablir et faire le sursaut que vous évoquez dans votre livre. Et ce courage-là, il appartient à vous, les électeurs, les citoyens. Bien sûr, je prêche pour ma chapelle. Le mouvement européen est transpolitique. Nous ne rejetons politiquement que des anti-européens. Mais si vous voulez que l'Europe marche, alors il faut nous aider à manifester par nos manifestations qui sont culturelles en général ou des débats de cette nature, tout l'intérêt qu'en tant que Français ou citoyen habitant ici, vous portez à l'Europe qui est quand même un peu une des matrices de l'Alsace. Il y a des bulletins qui sont là, inscrivez-vous, ça n'est pas cher du tout, mais manifestez une volonté de citoyen. J'ai voulu dire ça en votre présence, Monsieur le Président, sans vous forcer vous-même à adhérer, parce qu'il ne faut pas exagérer. Oui, non, mais j'ajoute. Je vous remercie. J'aurais beaucoup de plaisir à avoir votre Et je pense que M. Giscard d'Estaing voulait quand même ajouter sa propre conclusion avant de sauter dans le train. Oui, il ne suffit pas d'adhérer au mouvement européen. Ça ne suffit pas. Mais ça commence par là. Non, non, ça ne suffit pas. Il faut ensuite lire Europa. Merci à vous tous de votre présence. Merci François de ton accueil. Merci à l'équipe alsacienne du mouvement européen d'avoir organisé cette rencontre. Et à vous, Monsieur le Président.